Cette semaine, dans Afrique, nous partons au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso, une ville désertée par les touristes en raison des attaques djihadistes dans le pays. Nous nous rendons également à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où est inauguré le musée national, qui pourrait raviver le débat sur la restitution du patrimoine africain pillé durant l'époque coloniale. Mais d'abord, les titres de l'actu. Plus de 60 migrants africains sont morts noyés mercredi au large de la Mauritanie. En majorité originaires de Gambie, ils tentaient de gagner l'Europe. C'est le naufrage le plus meurtrier cette année sur la route des migrations longeant la côte atlantique. Aujourd'hui, on est ici parce qu'on était en train de faire l'immigration des clandestins pour aller chercher de quoi gagner pour survivre et pour aider nos parents. Parce qu'il n'y a pas assez de travail là-bas dans notre pays. On était 195 personnes sur le navire. Il n'y a que 81 personnes qui s'en survivent. Tous les autres sont dans la mer. L'embarcation se dirigeait vers l'archipel espagnol des Canaries, au large du Maroc, l'une des portes d'entrée en Europe. Près de 25 000 personnes sont mortes depuis janvier 2014 en tentant de rejoindre le vieux continent, que ce soit pour des raisons économiques, sociales ou politiques. Des dizaines de personnes se retrouvent sans abri dans un village du Kenya. Des glissements de terrain ont emporté leurs maisons et leurs fermes à la suite d'inondations et de coulées de boue. Les récoltes ont été détruites. Des pluies incessantes touchent l'Afrique de l'Est depuis 2 mois. Le Kenya a été le plus durement frappé. Selon un communiqué du gouvernement, 132 personnes ont été tuées et 17 000 déplacées. Des écoles, des routes et des centres de santé ont été inondés et les systèmes d'évacuation des eaux usées ont été bouchés. Au Burundi, au moins 38 personnes sont mortes mercredi, ensevelies dans des éboulements. En Ouganda, 8 personnes sont décédées et 80 000 ont été déplacées. Les intempéries pourraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois de décembre, d'après les prévisions météo. À Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, les survivants d'un massacre de civils sont soignés à l'hôpital. Plus de 110 personnes ont été tuées dans cette région frontalière de l'Ouganda depuis le 5 novembre, dans des tueries attribuées au groupe armé des ADF, les forces démocratiques alliées. Traumatisés, les rescapés ont été touchés aux jambes par balles ou par des coups de machette dans leur fuite. Des manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer l'inaction de la mission des Nations Unies au Congo face à ces massacres. À l'origine, les ADF sont un mouvement rebelle musulman ougandais. Ils sont implantés dans l'est de la RDC depuis 25 ans. Ils ont intensifié leurs attaques après l'annonce d'opérations militaires contre leur base. Le nouveau Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, salue le rapprochement avec les États-Unis amorcé mercredi. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé que les États-Unis nommeront prochainement un ambassadeur à Khartoum et le Soudan fera de même à Washington. Cela marque le début d'une relation traçant une ligne de démarcation qui, à mon avis, ouvrirait d'énormes possibilités de coopération entre nos deux pays. Sans être rompues, les relations entre les deux pays étaient au plus bas pendant les 30 ans de régime d'Omar el-Béchir, renversé au printemps sous la pression de la rue et accusé par les Américains de soutenir le terrorisme. Abdallah Hamdok est actuellement en déplacement à Washington. C'est la première fois depuis 1985 qu'un dirigeant soudanais est accueilli par des responsables du gouvernement américain dans la capitale fédérale des États-Unis. La grande mosquée de Dioulasso, les ruelles animées du centre historique de Sia ou encore la gare ferroviaire. Perle touristique à l'ouest du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso accueillait chaque année des milliers de voyageurs attirés par ses richesses culturelles et architecturales, mais aussi par son positionnement géographique à la croisée des chemins de la Côte d'Ivoire et du Mali. Mais depuis quelques années, les touristes se font rares. Avant, pendant les périodes de vacances là, nous on pouvait voir centaines de touristes ici chaque jour. Mais maintenant là, pour avoir un touriste là, tu peux faire 1 semaine et 2 semaines avant d'avoir les touristes. Si les touristes délaissent la deuxième ville du pays, c'est en raison de la situation sécuritaire qui s'est fortement dégradée depuis 2015. Les attaques djihadistes incessantes au nord et à l'est du Burkina Faso ont fait plus de 600 morts. Bien que Bobo n'ait jamais été touché, l'ouest a déjà été attaqué et un couple italo-canadien a disparu sur la route entre Bobo et Ouagadougou, la capitale. Une grande partie du pays est aujourd'hui déconseillée par plusieurs chancelleries occidentales. Un manque à gagner considérable pour les habitants qui vivaient du tourisme.
Et moi, je fais uniquement que des batiks, je ne fais pas d'autres travail. Mais comme il n'y a pas de touristes, je suis obligé d'aller aider des gens à faire un peu de maçonnerie pour pouvoir gagner mes popotes et pouvoir avoir des médicaments pour les enfants et moi-même. Comme Bissiri et beaucoup de commerçants et hôteliers, Benjamin Ouedraogo a trouvé une deuxième activité dans la construction pour compenser les pertes liées à la chute du tourisme et ne pas mettre la clé sous la porte. On a tout perdu. En toute sincérité, la priorité, c'est d'abord les salaires des personnels. Bon, ensuite, les impôts et taxes. On ne peut même pas couvrir tous les impôts et taxes. S'adapter en attendant le retour des touristes. S'il n'existe pas de statistiques précises pour Bobo Dioulasso, les professionnels du tourisme estiment à 2/3 les pertes dans ce secteur. Luba, Pende, Chokwe, les civilisations congolaises sont à l'honneur au nouveau musée national de Kinshasa. Situé à côté du Parlement, le centre rassemble de nombreux trésors de l'histoire du Congo, de la préhistoire à l'indépendance, en passant par les temps douloureux de l'époque coloniale belge. Ce musée retrace notre histoire, montre notre identité culturelle et montre la richesse de la diversité culturelle de la RDC. Vous savez que le musée, c'est un point de référence où on retrouve des collections qui s'enracinent à notre culture, à notre être profond. Dans ces salles climatisées, un petit échantillon du riche patrimoine culturel du pays. Des conditions qui contrastent avec le centre vétuste où est conservée une grande partie des pièces nationales. Que ces autorités ont remarqué qu'il y avait des problèmes de conservation et ainsi de suite. Il n'y avait pas aussi une salle assez significative pour montrer, disons, l'étendue de la richesse de la collection que portait l'Institut des musées nationaux. C'est alors qu'a commencé vraiment le projet pour qu'il y ait un musée. Fruit d'une coopération avec la Corée du Sud, le musée, qui a coûté 21 millions d'euros, a aussi pour vocation d'accompagner l'ouverture du pays aux touristes et visiteurs d'origine congolaise. On vient d'Allemagne, on est ici pour retourner sur les traces de notre père qui est congolais, de la RDC. Et pour ça, vous commencez dans le musée? On s'était dit, pourquoi ne pas commencer directement dans le musée avant demain de rencontrer la famille pour avoir une vue un peu plus large du Congo. Ouvert un an après le musée national de Dakar, l'édifice pourrait rouvrir le débat sur la restitution du patrimoine africain, pillé durant l'époque coloniale. À Dakar se tient la 4e édition du Dakar Digital Show. Ce rendez-vous des acteurs numériques en Afrique réunit professionnels du marketing digital, développeurs, entreprises et investisseurs. Plus de 3000 exposants sont rassemblés. Certains y présentent des inventions qui pourraient changer la vie de milliers de personnes à travers le monde, comme cette lampe solaire. Nous présentons une lampe solaire dont l'énergie est stockée sur des batteries d'ordinateurs recyclées. Donc, d'après la Banque mondiale, 1,3 million de personnes n'ont pas accès, de milliards de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Parallèlement, 14 000 tonnes de batteries sont produites et jetées dans l'environnement. Donc, sur ces deux projets, on a créé une lampe solaire qui va permettre aux jeunes qui sont dans les zones non électrifiées de pouvoir faire le devoir une fois la nuit tombée. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.